Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. Cela fait maintenant plus de 4 mois que les bombardements israéliens sur Gaza se poursuivent. Le bilan est lourd, 30 000 morts, près de 1,5 million de réfugiés à Rafah et un peu plus de 2 millions de personnes menacées de famine. Le conseiller du président américain Joe Biden pour le Moyen-Orient est attendu en Israël après une étape en Égypte où se tiennent de nouveau pourparlers en vue d'une trêve. Au menu des discussions, la première phase d'un plan conçu par les États-Unis, le Qatar et l'Égypte qui prévoit une trêve de 6 semaines associée à un échange d'otages contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël et l'entrée à Gaza d'une importante quantité d'aide humanitaire. Le 21 février, le Parlement israélien a rejeté une solution à 2 États. Tel Aviv et le Hamas parviendront-ils à s'entendre? Nous en discutons ce soir. Et avec nous sur le plateau, M. Zakaria Abou-Tahab. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohammed V de Rabat. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci Mme Khablichi. Merci. Avec nous également sur le plateau, M. Hassan Alaoui. Vous êtes directeur et cofondateur de Maroc Diplomatique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Lalla. Et puis avec nous également M. Driss Lirissaoui. Vous êtes analyste politique. Bonsoir. Bonsoir Madame. Un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Donc avant d'aborder la situation sur le terrain et le volet diplomatique, je voudrais commencer par l'aspect judiciaire et les audiences de la CIJ, la Cour internationale de justice, sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Le royaume qui participe à ces audiences a souligné cette semaine l'engagement de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds en faveur de la cause palestinienne, représenté par l'ambassadeur de Sa Majesté le roi à La Haye. Le Maroc a réaffirmé sa détermination à œuvrer par tous les moyens légaux à sa portée pour protéger le statut juridique, historique, politique et spirituel de la ville sainte et la préserver dans sa vocation unique de ville de paix et de rencontre pour les fidèles de toutes les religions monothéistes. Une position, professeur Abou-Tahab, à laquelle le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, a toujours été attaché de manière intangible, n'est-ce pas? Tout à fait. Il s'agit donc d'une constance. Depuis longtemps d'ailleurs, on peut même aller jusqu'au juin 67, parce que le Maroc était aussi partie prenante aux côtés des autres États arabes pour précisément faire front uni contre Israël, qui à l'époque, depuis cette date, du 4 au 11 juin, avait occupé une bonne partie des territoires qui jusqu'à aujourd'hui sont occupés, y compris d'ailleurs Al-Quds Est. Et par conséquent, aujourd'hui, quand on parle de ces territoires, il faut quand même qu'on dise que nous sommes dans une situation qui est incompatible avec le droit international. Le plaidoyer donc du Maroc, aussi bien ancré historiquement, mais également à chaque fois rappelé par Sa Majesté dans toutes les occasions qui se présentent, que ce soit au niveau de la Ligue arabe, que ce soit au niveau de l'Organisation de la coopération islamique et ailleurs, à l'Assemblée générale, etc. Maintenant, nous sommes dans une situation très particulière puisqu'il s'agit d'appuyer, prêter main forte au plaidoyer palestinien devant la Cour internationale de justice entre le 19 et le 29 février pour précisément examiner les conséquences juridiques de ce qui se passe aujourd'hui en territoire occupé et par ailleurs même la présence juridique illégale d'Israël au niveau des territoires occupés. Il y a 2 types de procédures. Il y a les plaidoiries orales, il y a également les mémorandums écrits. Donc le Maroc en même temps a plaidé oralement pour appuyer la démarche palestinienne pour évidemment contester la légalité des actes juridiques israéliens et leurs conséquences, notamment au niveau du statut Al-Quds sur le plan juridique, culturel, spirituel, religieux, même politique, parce qu'il y a des problématiques très complexes liées par exemple aux colonies israéliennes. Et par ailleurs, sur le plan écrit, donc on peut dire qu'il s'agit là
encore une fois un engagement et non des moindres, qui rappelle que le Maroc aussi a des responsabilités en la personne de Sa Majesté le Roi en tant que président du comité Al-Quds. Et puis, il fait œuvre de solidarité avec la démarche non seulement palestinienne, mais également au niveau arabe, notamment avec cette proposition saoudienne de 2002 qui a été validée en 2007 par la Ligue arabe et à laquelle on pourra revenir tout à l'heure. Et vous, monsieur Aissaoui, que pensez-vous de cette position ? Je pense que le Maroc est en train, encore une fois, d'entériner sa position de toujours pour dire que la Palestine est un territoire qui a été spolié, que les Palestiniens ont été maltraités, que ce soit à l'intérieur de leur territoire ou en relation avec les Israéliens. Mais en fait, avec les Israéliens, il faut faire quand même une distinction entre l'extrême droite israélienne et les Israéliens de manière générale. Il y a une idée acquise par tout le monde que l'État d'Israël est un État démocratique, où le président ne peut pas faire quelque chose sans prendre en considération la vie de tout le monde. Et en Israël, vous avez le Parti socialiste et qui a qui gouverne un organe de presse prestigieux, sont toujours opposés à ce que fait le chef du gouvernement, particulièrement Netanyahou. Netanyahou qui, lui, il est encarté avec l'extrême droite israélienne et avec une approche qui fait en sorte que l'on oublie tout ce qui est palestinien. Et malheureusement, après le 7 octobre, l'attaque du Hamas sur le territoire de Palestine a fait qu'aujourd'hui, on commence à parler non pas de résistance, non pas de militants de droits de l'homme en Israël, en Palestine. On parle maintenant, les Israéliens, surtout les gens de Netanyahou, commencent à parler de terroristes. Et c'est là où la machine de guerre qui a été propulsée par Netanyahou, aujourd'hui est en train de conduire, non pas une guerre, mais c'est des choses innommables. Pour 30 000 personnes qui ont été tuées, la plupart des femmes, des enfants, des vieux, des malades sur les lits d'hôpitaux, on les a complètement bazardés et on les a oubliés. Les gens de Netanyahou cherchent à faire évacuer tout le territoire de Gaza pour en faire un terrain nullus où il n'y a personne. Ils veulent faire sortir tout le monde. Alors comment voulez-vous ? Heureusement qu'il y a eu cette réaction du Maroc au niveau de cette commission. Il y a un plaidoyer avec la Cour internationale de justice. Il y a un projet qui est porté par plusieurs pays pour dire que nous sommes en présence d'un véritable génocide. Et le génocide, il est condamné par la Cour internationale de justice. Je vais juste rappeler une chose, c'est que nous avons quand même un grand professeur de droit qui est membre de la Cour internationale de justice et c'est quelqu'un qui a de grandes références et je pense que le fait d'être devant cette Cour internationale de justice va pouvoir poser toutes les problématiques que l'on peut imaginer, c'est-à-dire le fait de condamner de manière ferme et directe les Israéliens, quoique les Israéliens surtout le gouvernement israélien et Netanyahou, avec son équipe, ils ont pris les devants et ils ont fait en sorte, ça peut-être qu'on y reviendra plus tard, qu'on ne pas reconnaître l'État palestinien comme étant un État à part entière et un État indépendant à côté de l'État d'Israël. Mais le problème, c'est que nous avons traversé une période tellement sombre, tellement noire de cette partie de l'humanité que je pense que ça va être très, très difficile à remonter la pente. Des crimes qui ne vont certainement pas être oubliés. Monsieur Al-Alaoui, la présence du Maroc aux plaidoiries orales dans cette affaire s'inscrit dans la continuité de l'engagement actif du Royaume dans ce dossier. Dans le cadre de la même affaire, le Maroc avait soumis à la CIJ un plaidoyer écrit dont la Cour a pris dûment compte. Quelles en sont aujourd'hui les grandes lignes ? Moi, je ne vais pas en rester au factuel, parce qu'il faut, à un certain moment, dépasser tout ça, bien sûr. C'est une tradition historique
mémorielle même, entre le Maroc et le combat palestinien, ou le Maroc et la Palestine. Vous savez qu'en 1974, il y avait un sommet arabe important à Rabat, présidé par Sa Majesté, Feu Sa Majesté Hassan II, lequel Majesté Hassan II avait réussi à réconcilier la cause arabe parce que Yasser Arafat, qui était le président de l'OLP, et le roi de Jordanie étaient fâchés tous les deux. Il les a réconciliés. Et c'est un acte véritablement politique, hautement politique, parce que ça signifiait déjà, ça présageait un petit peu, si vous voulez, cet engagement du Maroc, donc dont je dis tout à l'heure, notre ami l'a souligné, la constance. Aujourd'hui, Sa Majesté Mohamed VI est président du comité El-Quds, et personne ne le lui enlèvera ça. Le comité El-Quds a été fondé par justement son digne père. Et c'est dans la continuité, bien sûr, historique, politique, diplomatique, humaine même, et tout ça. Et il n'est pas jusqu'à septembre dernier, donc je crois, où la Ligue arabe a rendu hommage au roi du Maroc pour son soutien constant à la Palestine. À la cause donc, palestinienne. L'affaire palestinienne, elle est presque, j'allais dire, consubstantielle à notre existence, nous, Marocains. Et il est normal, évidemment, que concernant les débats qui ont lieu, je veux dire, à La Haye, nous avons d'ailleurs une tradition avec La Haye, c'est-à-dire que nous avons déjà engagé la procédure sur le Sahara à La Haye, qui est donc la cour la plus importante au niveau de la justice internationale. Donc, l'intervention aujourd'hui du Maroc, évidemment sur instruction royale, c'est une intervention qui s'impose d'elle-même. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce n'est pas nouveau. Sa Majesté Mohamed VI, depuis toujours, depuis des années, première, deuxième intifada, aujourd'hui encore, il ne se passe pas pratiquement un jour sans que le roi du Maroc n'intervienne ou n'alerte sur. Évidemment, le contenu des alertes du Maroc est différent de tout ce que peuvent faire les autres, parce que le Maroc plaide pour une solution politique. C'est-à-dire une solution à deux États, quand ce n'est pas évidemment un État, je veux dire, pour les deux peuples, ce qui est impossible. Aujourd'hui, maintenant, le problème qui se pose, comment on va arrêter les combats, les luttes, je veux dire, et la répression féroce du régime israélien, sioniste, entre guillemets, il faut le dire, parce que c'est la droite qui gouverne, comme a dit Saïsaoui. C'est aujourd'hui la droite des droites qui règne en Israël. Et donc, comment arrêter ces souffrances et cette répression féroce et ensuite passer, bien entendu, au deuxième stade qui est celui, si vous voulez, de la solution politique et de la reconnaissance, je veux dire, j'insiste, et comme ça j'arrête, de ce que, évidemment, le Maroc appelle l'unicité de la ville sainte, c'est-à-dire le Quds, c'est-à-dire souligner son caractère spécifique, comme il a été dit dans le communiqué, il a été publié, n'est-ce pas, son importance juridique, politique, culturelle, humaine et tout ça, et évidemment pousser les Israéliens à revenir un petit peu à la raison. On va en parler dans la suite de l'émission, mais pour rester sur ce plaidoyer, M. Abou-Dahab, quelle lecture faites-vous de ce plaidoyer aujourd'hui ? Peut-être trois niveaux d'analyse, à mon sens, parce qu'il est d'abord nécessaire de rappeler que déjà en 2004, la Cour internationale de justice avait adopté un avis consultatif, c'est-à-dire un avis destiné à produire une certaine jurisprudence internationale qui contribue à interpréter le droit international, mais en même temps déterminer certaines conséquences qui pourraient même engager la responsabilité de l'État fautif au regard du droit à la responsabilité, du droit de la responsabilité internationale. Rapidement, on dit qu'il y a d'abord une faute, un dommage corporel, matériel ou moral, et un lien de cause à effet entre les deux. Donc déjà, il y avait une jurisprudence extrêmement importante au niveau du mur israélien érigé en territoire palestinien occupé. Aujourd'hui, au-delà également de ce qui a été déjà examiné par la CIJ par rapport à la potentialité de l'occurrence ou de la survenance ou de la commission d'un génocide par Israël après le 7 octobre. Aujourd'hui, il y a spécifiquement la question du statut juridique d'Al-Quds, culturel, religieux, spirituel, etc., parce que c'est une ville sainte, mais en même temps, elle est ouverte, d'ailleurs, ça a été rappelé, dans le cadre du plaidoyer marocain, évidemment, à la suite de l'invitation de Sa Majesté, son caractère international. Pour
les 3 religions monothéistes. L'autre niveau que je voudrais aussi évoquer, et cela est extrêmement important, c'est la pression psychologique qu'il faudrait aujourd'hui exercer ou mettre sur le gouvernement actuel de M. Netanyahou, qui a eu déjà des problématiques et des difficultés en termes intérieurs ou internes avant même le 7 octobre, cette question de la réforme judiciaire, etc. Je voudrais dire par là que, de toutes les manières, d'aucuns vont dire que peut-être ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'importance. Un avis consultatif n'est pas obligatoire. It's not binding decision. Néanmoins, pour les juristes, d'abord, ça crée un précédent. Ce précédent est diffusé. N'oubliez pas que la CIJ fait partie des organes principaux de l'ONU, comme le Conseil de sécurité. C'est un organe principal. Ça veut dire que la CIJ, après, quand elle aura adopté ou pris une décision sous forme d'un avis consultatif, pourrait communiquer les résultats aux organes compétents, y compris l'Assemblée générale. Et c'est là où on pourrait, à ce moment-là, engager une action diplomatique fondée sur les qualifications faites par rapport à la Cour en ce qui concerne les conséquences juridiques des activités ou des actes israéliens, surtout au niveau d'Al-Quds Sharif, donc Jérusalem-Est. Et là, on pourrait voir que ça ne va pas s'arrêter le 29 février de ce mois, donc le 29 février, mais plutôt va cristalliser, à mon sens, une action internationale. Et je crois aujourd'hui, il faut le dire, nous y reviendrons, que le goulot d'étranglement où l'étau se resserre autour de ce gouvernement de Netanyahou, qui, à mon sens, personnellement, a perdu toute légitimité, parce que de toutes les manières, on pourra rappeler cela, le droit international humanitaire, oui, d'accord, mais il dit que les réactions, quand il y a une légitime défense, doivent être proportionnées, raisonnables, limitées dans le temps. Ce qui n'a pas été le cas, en tout cas. C'est ça le problème. Voilà. Ce qui n'a pas été le cas, et il y a eu viol du droit international. Mais avant d'en venir à ce sujet, restons sur ce statut d'Al-Quds dont vous parlez, M. Abou Dahab, M. El-Issaoui. Donc, ce statut d'Al-Quds, le Maroc a toujours plaidé donc, pour cette solution à 2 États avec Al-Quds comme capitale. Absolument. Vous savez, il y a déjà une rencontre et quelque chose qui a été co-signé par Sa Majesté le roi Mohammed VI et le pape François, où ils ont appelé à respecter le côté spirituel de la ville. Parce qu'en fait, il y a les chrétiens, il y a les juifs et il y a les musulmans. Alors comment voulez-vous que ces 3 communautés religieuses puissent être représentées ou se sentir à l'aise? Et c'est de là où est nécessaire aujourd'hui que Netanyahou comprenne que Jérusalem n'est pas seulement une ville, disons, juive ou purement sioniste, non. C'est un territoire qui est ouvert à toutes ces nationalités. D'ailleurs, l'histoire de la Palestine, elle est énorme, c'est extraordinaire. Si on revient à l'histoire, pas lointaine, des années 30, etc., vous allez constater que sur le territoire palestinien, il y avait des choses, il y avait des voitures, il y avait une civilisation qui avait fleuri avant 1948. Et les gens étaient présents et que les Palestiniens eux-mêmes étaient acteurs du développement à l'époque. Mais aujourd'hui, on est en train d'avilir tout ce qui pouvait venir des Arabes, parce qu'on a amené des colonies, on les a dépossédés, on leur a tout enlevé, et que finalement, ce sont aujourd'hui ces sionistes qui aujourd'hui arborent un droit à l'existence, un droit à la défense de soi-même, et cette histoire du Hamas qui a pris en même aujourd'hui, il y a quelque chose, disons, d'inconcevable. Ils n'arrivent pas à retrouver les 130 personnes encore détenues chez le Hamas. Ils ne savent même pas si... Mais restons sur l'importance de ce statut d'Al-Quds, M. Al-Alaoui, peut-être vous pouvez aller plus loin. Moi, je voudrais passer un peu à une autre étape. Mais avant de passer à une autre étape, ce rôle important quand même de ce statut, le comité Al-Quds qui joue aujourd'hui un rôle central dans les pourparlers avec donc le Maroc qui pilote ce comité à travers son président, Sa Majesté le roi Mohammed VI. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui de ce comité justement? Qu'est-ce qu'il peut faire? On a tout. Les réactions d'abord du Maroc officiel. Donc le président du comité, c'est quand même le roi du Maroc. Le comité en question a été fondé par son père, le roi Hassan II. On a créé, si vous voulez, dans la foulée,
Beit Mal al-Quds, c'est-à-dire le soutien financier qui accompagne, si vous voulez, qui va de pair avec une campagne internationale de sensibilisation, avec des messages que le Maroc, par la voix de son roi, je veux dire, exprime, affiche, une action diplomatique à tous les niveaux quand il y a, par exemple, la dénonciation, je veux dire, réelle et tangible du Maroc, de Sa Majesté, de la répression féroce lors de la première ou la deuxième intifada, et tout le Maroc est toujours présent. Ce n'est pas, je veux dire, pardonnez-moi, ce n'est pas aujourd'hui la Cour internationale de justice qui va démentir tout ça. Il faut qu'elle prenne en compte, si vous voulez, cet héritage, j'allais dire, sémantique, n'est-ce pas, du Maroc, la parole du roi du Maroc qui intervient, qui est présent sur le front. Jamais, je vous dis qu'il ne se passe pas un jour où le roi ne s'exprime pas sur ce sujet, mobilisant toutes nos forces et tout et tout. Voilà donc la mission qui est là. Maintenant, comme je vous dis, il faut maintenant passer à autre chose. L'autre étape, c'est la dénonciation du régime de droite et droitier, n'est-ce pas, comme a dit mon ami Sidris, c'est exactement ça. Un État d'Israël qui est fondé sur l'ethnicité, sur le confessionnel et le religieux. Ça ne peut pas marcher. Qui exclut toutes les autres nationalités, toutes les autres couleurs de peau, pardonnez-moi par l'expression, et qui, on arrive, si vous voulez, à une ségrégation, une politique ségrégationniste à outrance, et c'est dangereux. Un État, comment on dit, un État national qui devrait être, je veux dire, juste en principe, parce qu'il se prétend, contrairement à ce que tu dis, démocratique et tout, mais il ne l'est pas par rapport à des populations réprimées comme nos frères palestiniens. Voilà ce qu'il faut dire, tout ça. Et ça, le roi du Maroc ne cesse de le dénoncer, tout simplement. Voilà. Donc, le comité El-Quds, c'est un vecteur, si vous voulez, de la politique arabe du Maroc. Un des vecteurs, n'est-ce pas? L'autre vecteur, c'est un petit peu l'exercice, si vous voulez, de la paix et de la concorde. Le recours, si vous voulez, au réel statut d'El-Quds, qui est une ville sainte, comme son nom l'indique, qui, évidemment, devrait habiter une cohabitation réelle des trois religions monothéistes. Et en mars 2019, quand le pape, je veux dire, François est venu, il y a eu un grand échange qui a duré des heures entre le roi du Maroc et le pape. Ce sont deux chefs religieux quand même très, très, très importants aujourd'hui dans le monde et qui ont conclu à la nécessité de préserver le statut d'Al-Quds. Voilà donc Al-Quds et sa vocation. Voilà, il faut donc préserver ce statut. Al-Quds, donc ce comité qui a un rôle à jouer aujourd'hui dans le dénouement certainement donc de ce conflit. Avant d'évoquer donc la situation sur le terrain, Monsieur Abou Tahab, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à propos de la participation du Maroc à ces audiences de la CIJ? C'est-à-dire, il faut clarifier un certain nombre de questions épineuses et notamment être conforme avec la démarche aussi bien marocaine qu'arabe, confinée dans le texte de 2007 tel qu'acté, tel qu'accepté, et à l'époque, 2007, refusé catégoriquement par M. Netanyahou, qui pour lui n'est pas question qu'un État voit le jour, palestinien, indépendant, avec les frontières du 4 juin 1967. C'est l'enjeu. L'enjeu, il est majeur sur le plan juridique, parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se préparent. Il y a des changements qui arrivent. Exactement. Initiative américaine, qatari, égyptienne. Le Maroc, lui aussi, fait à sa manière un plaidoyer. Le sommet arabe de Taïf, qui a quand même, c'est tout à fait important, 1982. Exactement. C'est ça. Et donc il y avait maintenant, une solution. Exactement. Il faut préparer l'après donc cessation de cette conflictualité extrêmement douloureuse. Il faut dire aussi, je ne voudrais pas quand même que je sois injuste ou inique. Il faut dire qu'Israël lui-même, en tant qu'État, est exposé ou a été exposé à des actes terroristes qui ne sont pas du tout fondés. Il faut dire qu'aujourd'hui, la problématique, elle est non seulement palestinienne ou israélienne, mais elle est aussi moyen-orientale. Comme disait De Gaulle, ce Moyen-Orient compliqué. Et on voit très bien l'élargissement donc de la base ou de l'assiette, entre guillemets, de ce conflit pour enrôler des Houthis, etc. Il y en a ceux qui cherchent aussi à noyer le poisson. Il y en a ceux qui cherchent à saper tout processus de pacification de la région. Le Maroc en est conscient. Donc, s'il s'inscrit en amont par rapport à ces plaidoiries, à mon sens, et par rapport à ces questions-là, il voudrait aussi, à sa manière, faire de la diplomatie juridique, si j'ose dire, parce que ça permet de contribuer à constituer une jurisprudence lumineuse
qui va être enseigné dans les universités internationales et dans les écoles de droit ou les facultés de droit. Ça, c'est important. Mais en même temps, je le crois, le Maroc dit, de toutes les manières, moi, je suis conforme à ma tradition, je suis conforme à ma démarche fondamentale, c'est que quand bien même il était question de reprendre les mécanismes de coopération avec Israël, cela ne va pas pousser le Maroc à abandonner la cause palestinienne, qui n'est pas seulement une cause royale ou gouvernementale, mais une cause citoyenne pour tous les Marocains. Ça, c'est important. La cause palestinienne aujourd'hui dans Avec le votre cœur permission, je rappellerai que pendant les durs moments, il y a 20 ans ou 30 ans, quand les chefs d'État ou les premiers ministres israéliens, par exemple, allaient négocier aux États-Unis ou négocier donc le problème sous l'égide des États-Unis, à leur retour pour aller en Israël, ils s'arrêtaient au Maroc. Oui. Ils s'arrêtaient au Maroc parce qu'ils avaient l'oreille et les conseils précieux du roi du Maroc. Nous ne sommes pas engagés dans cette affaire de Palestine maintenant ou avant-hier. Depuis toujours. Se fait depuis toujours. Depuis toujours, position ferme du Maroc quand on a dénoncé évidemment la guerre des 6 jours, la fameuse guerre et triste guerre des 6 jours, et l'occupation du Golan et bien sûr de l'autre, du Golan en Syrie et du Sinaï. Le Maroc était là. Le Maroc a pris part pour la Palestine dans la guerre réelle de 1972 et 73. C'est-à-dire il a envoyé des troupes, le Maroc, pour participer à l'effort arabe et pour défendre la Palestine et tout. Donc c'est une vocation qui nous est, comme j'ai dit, consubstantielle. Ce n'est pas aujourd'hui. Et notre présence à la CIJ, c'est un petit peu un prolongement, si vous voulez, de cette action. Et de cet engagement et de cet engagement constant du Maroc et du Royaume du Maroc et du roi du Maroc. Qui est immuable, effectivement. Maintenant, revenons à la situation aujourd'hui, Monsieur El Aissaoui, de ce qui se passe sur le terrain. Je l'ai annoncé en préambule, on est à un peu plus de 4 mois maintenant de guerre, plus de 30 000 morts, dont principalement des femmes et des enfants. On se demande quand est-ce que cela va pouvoir enfin se terminer, alors que de nouveaux pourparlers pour une trêve se déroulent au Caire. Les États-Unis, cette semaine, ont une nouvelle fois opposé leur veto à un cessez-le-feu à Gaza. Oui. Donc, Monsieur El Aissaoui, pourquoi est-il si difficile aujourd'hui de parvenir à un accord sur cette trêve dont on parle depuis si longtemps, 4 mois aujourd'hui? Vous êtes en train de décrire un feuilleton d'un très mauvais film qui s'appelle aujourd'hui Israël et la Palestine. C'est un très mauvais film, pourquoi? Parce qu'on a un protagoniste qui s'appelle Netanyahou, qui n'entend pas de cette oreille. Il n'est pas du tout dans la logique de la solidarité dont on est en train de parler, parce que le Maroc, il est président du comité Al-Quds. Il a en son sein Beit Mal Al-Quds, qui est la banque islamique arabe, etc., qui est financée sur des deniers civils, des deniers des citoyens marocains. Régulièrement, on finance des projets qui sont aujourd'hui connus. Et les Marocains... On construit des universités et des hôpitaux à Gaza, des aéroports palestiniens, c'est le Maroc qui les a construits. C'est des taxes parafiscales qui existent au jour d'aujourd'hui et qui sont affectées à ce fonds. Alors comment voulez-vous que des gens comme nous, comme les Marocains d'aujourd'hui, de demain, etc., puissent accepter que les choses se passent comme elles se passent maintenant sur les territoires de Gaza? On est en train de voir, on n'arrive même plus à regarder ce qui est publié sur les réseaux sociaux, sur toutes les images, les photos. Et ce qui est grave, c'est que vous avez en face un monsieur Netanyahou et son équipe qui sont en train de se dire, parce qu'en fait, ils ont remporté peut-être une victoire au sein de leur Parlement. Enfin, militaire, on va dire... Eux considèrent qu'ils ont remporté une bataille, ils ont remporté une victoire sur le plan juridique, en disant que personne ne reconnaîtra l'État d'Israël. C'est nul et non avenu. C'est ça le verdict palestinien. C'est ça, j'attendais la fin de l'idée pour voir si... L'idée, c'est-à-dire que personne ne pourra reconnaître l'État palestinien en tant qu'État indépendant. Personne ne l'acceptera. Mais surtout, en fait, eux, qui sont soutenus par les Américains,
Aujourd'hui, ils ne l'entendent pas de cette oreille. Ils veulent rester là où ils sont. Et c'est pour cela que le plaidoyer développé par le Royaume du Maroc au niveau de la CIJ est un plaidoyer extraordinaire. Quand vous regardez un peu ces détails, comment ils ont essayé d'aller entre l'oral et l'écrit, il y a aujourd'hui un véritable dossier bien construit sur une base juridique avec des arguments et qui très certainement doit donner à réfléchir à Netanyahou et son équipe et dire nous sommes dans l'erreur. Ils ne le diront jamais entre nous. Ben, je vous dis la vérité. On peut toujours espérer, en tout cas, n'est-ce pas, M. Abuddahab? Oui, on peut toujours espérer. On peut l'espérer, mais aujourd'hui, les victimes sont là. Et le nombre de Palestiniens qui sont victimes de cette guerre, c'est indescriptible. Des victimes qu'on n'oubliera certainement Absolument, pas, bien évidemment, pas. Et qui vont changer certainement l'histoire. Vous avez des enfants. Comment voulez-vous que l'on puisse oublier? Il y a une femme qui a perdu son enfant et qui elle-même meurt juste après parce par un choc psychologique, etc. Comment voulez-vous que l'on puisse oublier ces personnes? Une situation horrible. Pour rester sur justement ce volet militaire, ces atrocités sur le terrain, Monsieur Abuddahab, il y a une opération terrestre qui est annoncée d'ailleurs sur Rafah, et on parle donc d'une opération qui pourrait, selon les rumeurs en tout cas en Israël, débuter en même temps que le mois sacré du Ramadan. Que pouvez-vous nous dire sur cette opération militaire? Quels sont les objectifs non avoués finalement de cette guerre c'était d'évacuer. Qui ne veut pas se terminer aujourd'hui. Tout à fait. D'évacuer la bande de Gaza en totalité, ou en partie, et en même temps permettre à M. Netanyahou, son gouvernement, d'implémenter son plan de réinstallation, non pas pour gouverner la bande, on va dire de façon permanente, mais en même temps gérer de façon transitoire. Le gouvernement israélien l'avait déjà annoncé, et permettre une sorte de troïka d'assurer cette transition sans le Hamas, bien entendu, parce que dans sa stratégie, il était question d'éradiquer, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait déjà, c'est un échec cuisant. Après 4 mois, c'est quand même trop. Et au-delà, on ne sait pas, cette guerre ou ce conflit armé, quand est-ce qu'il allait cesser, avec tous les drames, mais il y aura par la suite des conséquences. Je nuancerai ce que disait mon ami Sidi Idriss. L'image d'Israël a été ternie considérablement au niveau médiatique. On va en parler de ça. Ce n'est pas... au niveau international aujourd'hui. Exactement, ce que je voulais dire. Ce n'est pas seulement au Maroc ou ailleurs, dans le monde arabe. Prenez toutes les chaînes, etc. Toutes les campagnes de solidarité, prenez les étudiants américains dans les meilleures universités mondiales, Ceasefire Now, à chaque fois quand ils rencontrent un responsable, M. Biden, M. Blinken, Hillary Clinton, dans des conférences, etc. Ce qui fait que, paradoxalement ou de façon adverse, l'action israélienne, qui à un moment donné pouvait être justifiée si au moins elle a été menée de façon proportionnée et limitée dans le temps pour permettre au moins la libération des otages, je le souligne, ça aurait pu peut-être dire, bon, au final, oui, peut-être. Mais là, nous sommes dans une autre problématique, une autre démarche, et on a l'impression qu'il y a aussi une sorte de règlement de compte, que M. Netanyahou veut prendre sa revanche. Il cache par ailleurs aussi ses affaires judiciaires. Vous savez que même sa femme a été interpellée par la justice israélienne. Toutes les questions de la réforme. Vous savez, la réforme, ce qu'il voulait faire, c'est que le Parlement, la Knesset, pouvait annuler une décision judiciaire, par exemple, qui malmène un responsable politique. Donc, ce qui fait, c'est vrai, comme disait Sidi Idriss tout à l'heure, théoriquement, Israël, c'est un État démocratique, il est membre de l'OCDE, etc., il y a un pluralisme, etc. Mais sa démarche par rapport au territoire palestinien occupé, malheureusement, on freine fondamentalement et substantiellement le droit international par rapport à la question de l'apartheid qui a été plusieurs fois incriminée. Et vous avez les droits de l'homme qui, évidemment, prohibent tout ce qui est discrimination raciale, la question de la torture, les disparitions forcées, la dignité, etc., protection des enfants, protection des handicapés, et j'en passe. Donc, ce qui fait que cette offensive qui est déclarée, malheureusement, si elle est lancée, elle va encore enfoncer le clou. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes parvenus à un moment de non-retour. Il faudrait à ce moment-là examiner la question de la libération des otages et la médiation, encore une fois, états-unienne, égyptienne, qatari, et
qui va stopper En tout au cas, final c'est M. le plan Netanyahou? Parce que vous avez posé la question aujourd'hui tout à l'heure. qui va le stopper justement au niveau de la Knesset, donc qui a voté cette semaine, je vous reprends là-dessus, contre la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. D'abord, qu'est-ce que la reconnaissance de manière unilatérale d'un État? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Pourquoi ce vote qui fait suite, bien évidemment, au plan des États-Unis, donc celui de... On doit distinguer, je pense, alors peut-être trois étapes. La première, c'était en 87, lorsque Yasser Arafat avait proclamé depuis Alger la naissance de l'État palestinien, alors qu'Israël était contre, évidemment, voire les États-Unis. Bon, au niveau de la Ligue arabe, il n'y a pas de problème, puisque les États arabes, par définition, tous reconnaissent cet État, voire même ont créé, ouvert des ambassades respectives de l'État palestinien chez eux. Et par ailleurs, deuxième aspect, c'est qu'en 12 novembre précisément, la Palestine a été admise en tant qu'État. La Palestine a été admise en tant qu'État observateur non membre de l'ONU par l'Assemblée générale, puisque sa demande a été rejetée par le Conseil de sécurité. Il faut en effet 9 votes confirmatifs, y compris les 5 membres permanents, pour qu'un État puisse être admis en tant que tel. Troisième étape aujourd'hui, il faut revenir à la solution arabe. On l'a dit, c'est deux États côte à côte, avec le Quds Sharif. Elle a été mentionnée dans le Washington Post, justement, sur un plan qui doit être soumis par les États-Unis. C'est une première, c'est inédit. C'est une première. Ce que dit... Même dans les accords d'Oslo, parce que Madame Khamnechi, il n'y a pas d'autre solution. C'est bien même pour la sécurité d'Israël. Là, on arrive à une réalisation au niveau international que de créer. Mais ce qu'il dit maintenant, peut-être, il faut écouter la démarche étant contradictoire, c'est qu'il voudrait que cela se fasse selon les conditions décrétées par Netanyahou, c'est-à-dire un État démilitarisé, quelles sont ses frontières, le sort de la bande de Gaza, les colonies. Une question majeure, il ne faut pas l'oublier, c'est la question des réfugiés palestiniens et les traités depuis 1948. Parce que M. Netanyahou ne veut pas d'un retour du tout, notamment ceux de 1948 et au-delà. Parce que, vous savez, il y a des questions de confiscation des biens, de dédommagement, il y a des complications juridiques. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un tournant, il me semble. Alors, il y a deux choses. Monsieur Lahlaoui, allez-y. Dans la tête, dans la pensée de Netanyahou, il y a une donnée essentielle qu'il ne faut jamais oublier, c'est la territorialité. C'est-à-dire que ce que veut maintenant, Netanyahou vous dit que je ne peux pas régler le problème si je ne conquiers pas tous les territoires. Mais tout le territoire de Gaza, bien entendu, il est détruit. Il se tourne vers le nord, bien sûr, vers la Cisjordanie, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il veut faire? Lui, il veut créer simplement ce qu'on peut appeler, il n'y a pas d'autre mot, faute d'autres, des petites enclaves où il va bien sûr faire engouffrer les populations et avec évidemment séparer les unes des autres, mais il ne veut pas d'homogénéité d'un État palestinien. C'est pour ça qu'il refusera toujours, et la Knesset a confirmé sa politique. 99 voix pour. Voilà. 70%, je veux dire, du territoire pratiquement est occupé maintenant. Il ne reste que 30 ou 25% de petites enclaves qu'il veut créer. Et donc, comme on dit, la terre ou la géographie désigne, en fait, détermine la politique de l'État d'Israël. C'est exactement là aujourd'hui, le schéma vers lequel on va. Et c'est justement sur lequel travaillent aujourd'hui les états-majors de tout le monde entier pour empêcher cette vision apocalyptique, tout simplement. Et pour Netanyahou. De Netanyahou, qui évidemment, il a d'autres considérations. C'est le type qui vous raconte que moi, Ben Gurion, quand il a créé l'État d'Israël, paraît-il répété, ce n'est pas notre faute, c'est le mufti, bien sûr, de Jérusalem, qui a fait que l'État d'Israël soit créé en Palestine et non pas en Russie, parce qu'il était envisagé en Russie de l'envoyer dans une province à l'époque, en 47, 48, etc. Bien sûr, ça a été refusé. Et puis, paraît-il, le Mufti a dit à Ben Gurion, venez créer l'État d'Israël en Palestine. Comme ça, on règle le problème juif de l'Europe. Et bien sûr, le déplacement, on le connaît, qui s'est passé, c'est que, on a réprimé, on a détruit la Palestine. On a pris bien sûr les territoires des Palestiniens et on s'est installé confortablement avec le soutien
des États-Unis, bien sûr, de l'Europe, de l'Angleterre surtout, et de l'Union soviétique à l'époque. L'Union soviétique a voté la création d'Israël. Voilà le problème. Il faut toujours partir de ces paramètres historiques, si vous voulez, de cette mémoire, entre guillemets, pour comprendre aujourd'hui ce qui se fait aujourd'hui. Pourquoi l'héritage du père de Netanyahou? Parce que Netanyahou a pris un héritage sioniste de son père qui était justement extrémiste et tout, et l'autre qui faisait partie de l'Irgun, et tout ça, l'Irgun, c'est la fameuse bande terroriste israélienne qui a chassé les Arabes et les Palestiniens. Ils ne veulent pas d'Arabes. Voilà le mot, c'est ce qu'ils ont toujours dit. On ne veut pas d'Arabes. Et certains vous disent aujourd'hui que pourquoi ils reprochent aux fondateurs d'Israël, pourquoi à l'époque ils n'avaient pas chassé d'un coup tous les Arabes. Parce qu'il restait encore 3 ou 4% de la population arabe qu'il fallait chasser quand l'État d'Israël a été créé. La réalité, elle est là aujourd'hui. Le passé détermine le présent, et le présent, évidemment, nous renvoie à quelque chose d'inconnu, nous renvoie, si vous voulez, à l'apocalypse. C'est tout aujourd'hui. Nous en sommes là avec ce qui se passe. Parce que le monde est démobilisé, il ne reste que les États-Unis, seule puissance qui peuvent, et l'Europe qui commence à comprendre, bien sûr. Pour rester sur ce plan des États-Unis pour une solution à 2 États, sous condition, monsieur Vous savez, solution à 2 États, vous allez voir, pardonnez-moi, j'y mets, moi, des réserves. Attention. En tout cas, c'est la seule c'est la seule qui reste. C'est la seule pour laquelle on a toujours plaidé. Mais faudrait-il encore qu'il y ait pression internationale. Pression internationale, ça veut dire les membres du Conseil de sécurité et les autres puissances. Et naturellement, ce qu'on appelle le Sud global, il est pour une solution politique. Justement, on en parlait tout à l'heure, il y a un changement d'opinion au niveau international qui se fait aujourd'hui. Il y a l'annonce de ce plan, monsieur El Aissaoui, sous certaines conditions. Quelles seraient-elles ces conditions aujourd'hui? Moi, je pense que les conditions recherchées par Netanyahou et son équipe... Non, les conditions pour les États-Unis. Pour les États-Unis... Le Qatar et le Caire qui... Non, mais alors, c'est une autre chose, une autre histoire. Parce que les États-Unis, ils ont une démarche qui devrait en principe leur permettre de remettre le pied à l'étrier, de contrôler le Moyen-Orient, parce que la cause palestinienne ou la guerre entre les Israéliens et les Arabes est quelque chose de fondamental pour les Américains. Et ils ont fait le maximum pour être justement au premier rang. Alors, quelles sont ces conditions? Écoute, le problème est posé. On veut que les Palestiniens se taisent, que les Arabes rentrent dans leur rang, dans leur camp, et oublient qu'il y a une affaire palestinienne. On est en train d'en parler depuis tout à l'heure. Il y a le Maroc qui essaie de faire revivre cette flamme d'indépendance, cette flamme de l'État marocain, qui veut faire en sorte que l'on n'oublie pas qu'il y a des gens qui sont palestiniens, qui sont à l'intérieur de ces terres, qui ont été réprimés, opprimés. Alors, les Américains ne veulent pas rentrer dans ces considérations. Les Américains, ils sont là. Ils ont la logique de la force. Et s'ils n'arrivent pas à le faire, d'ailleurs, ils ont donné des signes à Israël, à Netanyahou. Et quand ils ont commencé à faire cette razzia depuis le 7 octobre, c'est le feu vert des Américains qui leur a permis de faire ça. Les Américains qui n'arrêtent pas d'appeler également à cesser le feu. C'est normal. Vous savez, ils ont une opinion publique à l'intérieur des États-Unis qui ne leur permet pas de faire ce qu'ils veulent. C'est ça le problème. Et on l'a dit, Dr Abu Dahab nous l'a dit tout à l'heure, aux États-Unis, les universités, les jeunes, les gens portent les drapeaux des Palestiniens. Ils demandent à ce qu'on assouplisse cette politique d'étreinte que nous sommes en train de faire sur disons, le peuple palestinien. Et on veut les faire sortir de cela. En France, qui est un pays qui a été toujours contre ce qu'on peut appeler les Arabes, le sionisme, etc., ils commencent à faire une marche arrière. Et d'ailleurs, même, je pense, Macron l'a dit lui-même, qu'il n'est pas impossible que l'on ne fasse pas marche arrière. Et pour cette affaire, je pense qu'à un moment donné, il y a une raison
international qui va demander à ce qu'on fasse attention à ces gens-là. Parce que 30 000 personnes tuées, je n'ai pas parlé des blessés graves et de tous ceux qui sont devenus handicapés, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec? C'est plus qu'une guerre. C'est plus qu'une guerre. C'est-à-dire on a constaté que les gens, ils amenaient des pièces lourdes, ils tiraient sur des immeubles, sur des villas, et ils ont détruit tout. Justement, M. Abou Dahab parlait tout à l'heure quasiment d'une sorte, en tout cas, de règlement de compte auquel on serait aujourd'hui, de revanche devant la communauté internationale. Le G20, cette semaine, se réunissait donc, et il ressort de cette réunion aujourd'hui que la solution de 2 États, et on y revient encore, est la seule solution possible. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les opinions, en tout cas, de l'Occident sont en train de changer au vu justement de la pression de l'opinion publique internationale? Parce que, vous savez, l'Occident, de façon générale, ou en particulier, est renvoyé à lui-même et à sa conscience profonde. Il est renvoyé à ses valeurs qu'il a depuis toujours défendues. L'autodétermination, droits de l'homme, égalité, liberté, freedom, etc. L'ONU, vous pouvez prendre les résolutions depuis 1948. Et avant, il y avait 47, le plan de partage à l'époque. Mais bon, les Arabes ont refusé. Après, ils ont totalement perdu les manches respectivement face à Israël. Ceci dit, aujourd'hui, quand on parle de la solution des 2 États, ce n'est pas quelque chose qui est, on va dire, exceptionnel. C'est la logique même du droit international et des résolutions de l'ONU, les résolutions pertinentes, y compris celles depuis 1948, sur la question du retour des réfugiés, il faut le dire. Et donc maintenant, il n'y a pas d'autre solution. Soit on reconnaît qu'il y a un état de droit au niveau des relations internationales, tant bien que mal, évidemment, parce qu'on sait qu'il y a aussi la logique de force, et qu'on fasse écho à ces résolutions et qu'on finisse une fois pour toutes ce conflit, ce qui n'est pas du tout certain, en raison de la situation sur le terrain, mais également les contingences politiques et la composition même du gouvernement actuel, parce qu'il y a les extrémistes, surtout religieux. Parce qu'il y a quand même la part à l'idéologie qu'il faut reconnaître par rapport à la situation actuelle. Soit encore, on va dire, on va faire fi de toutes les résolutions, et c'est la logique de la force, avec toutes les conséquences sur la sécurité, la stabilité au Moyen-Orient, y compris sur Israël. De là, quand on dit aujourd'hui, que ce soit au niveau du G20 ou dans d'autres forats internationaux, que la solution des 2 États est la solution pérenne et viable, y compris des pays comme la France, comme d'autres. On commence aussi aux États-Unis à dire, de toutes les manières, il faut absolument qu'il y ait élaboration d'une feuille de route axée sur cette question-là. Ce n'est pas certain, puisque déjà il faut anticiper les élections américaines de novembre 2024 avec un potentiel retour de M. Trump. Moi j'ai l'impression que désormais, parce que même l'OTAN cherche à désigner un successeur à l'actuel, au Suédois, probablement ce serait le Néerlandais, d'après l'actualité immédiate. Mais on peut dire que de toutes les manières, aujourd'hui, je crois fondamentalement, entre guillemets, je mettrai la communauté internationale, est acquise aujourd'hui pour considérer qu'il n'y a pas de solution en dehors de la création ou de la reconnaissance d'un État palestinien dans ses frontières. 67, encore une fois, ce n'est pas évident, je le sais. Moi, je très rapidement, si tu permets. On a oublié quelque chose qui s'appelle l'OLP. On arrive au terme de l'émission, donc je vous laisse 1 minute chacun pour conclure, justement. Allez-y. Alors moi, cette histoire de retour potentiel de Trump, autant, bien sûr, je crains ce qu'il va faire en Ukraine, autant je pense, et je le souhaite, que lui peut éventuellement faire pression sur les dirigeants israéliens. Parce que c'est quand même lui le promoteur de cette normalisation, entre guillemets, ratée ou inachevée avec certains pays arabes, dont le Maroc. C'est lui. Donc il peut peut-être faire pression évidemment sur son ami Netanyahou, n'est-ce pas, pour le ramener à la raison. Et c'est la seule chance, c'est une pression, une conférence internationale avec des pressions très fortes aujourd'hui, maintenant. Peut-être même avant le Ramadan, si c'est possible, ne serait-ce que pour calmer les ardeurs belliqueuses d'un pouvoir incarné par, évidemment, un révisionniste qui s'appelle Netanyahou. Voilà. Un dernier mot, M. Laissaoui ? Le dernier mot, c'est que moi, je me suis étonné de voir que le nom de l'OLP n'est plus prononcé. On ne parle plus de l'État palestinien.
que nous, parce que pour nous, c'était l'essentiel de la Palestine. C'est l'OLP, c'est le gouvernement qui était là. Reconnu au Maroc, d'ailleurs. Reconnu au Maroc, nous avons une ambassade, etc. Mais il n'y a plus personne qui parle de ça. C'est comme si on avait fait un tour de passe-passe et on a oublié tout ça, il n'y a que Gaza. Alors que Gaza, ce n'était pas la Palestine, c'était une partie d'ailleurs créée sur initiative des Juifs eux-mêmes pour créer des problèmes à l'OLP, à l'autorité palestinienne. Et aujourd'hui, ils sont eux-mêmes victimes de leur turpitude. Alors, comment et où est-ce qu'on va aller? Je pense que la question restera posée. J'espère que d'ici le mois de Ramadan, juste avant ou après, que l'on puisse trouver une solution. Mais la communauté internationale a besoin d'avoir un maximum d'intelligence pour sortir la Palestine, les Palestiniens de cette situation intenable et inacceptable. Monsieur Abou Dahab, un dernier mot avant de finir? Un dernier mot. Bon, l'OLP, soi-disant, a été remplacé par l'autorité palestinienne. Là, il fallait remonter aux accords d'Oslo et la s'enterrer. Et par ailleurs même, aujourd'hui, les Palestiniens disent qu'ils ont un État reconnu en tant que tel, quand bien même il a le statut d'observateur près de l'ONU, qui peut même frapper à la porte de la CPI, dont il est membre. Déjà, il ne faut pas l'oublier. Je voudrais dire tout simplement que la question est aussi palestinienne. L'unification des rangs, parce que la division a profité à Israël. Et donc, quand vous avez un gouvernement à deux têtes, ou le Hamas en 2007 jusqu'à aujourd'hui, je crois que cela a eu un effet boomerang et finalement, il a affaibli considérablement la question palestinienne. Deuxième aspect, à mon sens, extrêmement important, les ingérences extérieures, que ce soit libanaise ou iranienne. Et donc là, c'est une autre problématique exactement géopolitique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut absolument que la question revienne aux Palestiniens eux-mêmes afin qu'ils fassent mieux dans un cadre unifié, renforcé et défendre mordicus leur existence et leur essence, voilà, soutenue par des pays comme le Maroc. Une Palestine donc unifiée qui pourra défendre ses propres intérêts avec le soutien bien évidemment très engagé du Maroc. C'est la fin de cette émission, messieurs. Merci d'avoir été avec nous, monsieur Zakaria Abou Dahab. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'université Mohammed V de Rabat. C'était un plaisir de vous avoir. Merci. Avec nous également monsieur Hassan Alaoui, vous êtes cofondateur, directeur et cofondateur de Maroc Diplomatique. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Et puis monsieur Driss Issaoui qui est analyste politique. Merci d'avoir été parmi nous. C'était un plaisir de vous recevoir et de discuter de cette problématique très importante, bien évidemment. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité.